Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Alors pour cette fois, c'est pas un épisode de news, on va faire un épisode spécial, dans la lignée de on avait déjà fait un épisode en janvier si je me trompe pas, sur l'IA et donc voilà, 2 épisode de l'année sur l'IA. On va parler des RAG et puis, bah, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Super enthousiasme à l'idée de parler de RAG, Ouais. parce que je pense qu'il y a... Alors, au-delà de la dimension technologique, je pense qu'il y a un vrai besoin métier, et ça peut apporter beaucoup de valeur aux clients final et donc aux finaux, clients finaux. Et je pense qu'il y a un petit billet à se faire. Et donc, c'est une techno qui me paraît super intéressante à utiliser, à maîtriser pour potentiellement, en fait, faire du business, avec ça. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. On est qu'au début et c'est vrai que bon, même si le RAG existe depuis quelque temps quand même, on il y a encore les entreprises, ils sont pas vraiment dedans, donc il y a encore ils regardent de loin tout ça, mais à un moment donné, ça va se déclencher et c'est vrai qu'il faudra être un petit peu prêt pour, répondre à la demande. Même si, actuellement, on parle du MCP qui est quand même un petit peu différent parce que c'est moins bordé que le RAG et on va en parler, mais voilà, le RAG, c'est un business qui va s'ouvrir dans quelque temps avec toutes les sociétés qui vont voir un peu l'intérêt du truc et qui vont peut-être faire des demandes, pour développer des RAG. C'est ça. Parfait. Donc, on dit le mot RAG depuis tout à l'heure. OK, Ouais. on dit que c'est super bien. Nous, on est complètement hypés par ça, technologiquement parlant, mais businessment parlant aussi. Heu, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Clairement, Mmh. un RAG, c'est un acronyme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est une re gé alors j'avais entendu un Canadien l'autre jour dire, c'était j'ai oublié comment il l'avait présenté, c'était pas mal. Bah, c'est juste une, génération, LLM mais, avec, du contexte et voilà, par rapport à un contexte qu'on a retrouvé dans une base de données documentaire et puis, donc on lui donne au LLM et il va digérer tout ça et sortir une réponse qui concerne en fait le contexte qu'on lui a redonné. Donc, En voilà, il y a fait, différentes phases. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une augmentation de contexte et ouais, que, en fait, le LLM n'est juste là uniquement pour verbaliser, utiliser, en fait, c'est ça. son savoir-faire grammatical, on va dire, de construire un texte, construire, générer des phrases. Par contre, la véracité des informations, elles sont issues de notre base de données avec nos Mmh. propres documents. Et donc potentiellement, ça peut être, fermé, ça peut aussi être, quand je dis fermé, ça veut dire, on peut éviter d'envoyer nos informations à ChatGPT, parce que, potentiellement, on sait pas si on peut avoir des leaks ou pas, voilà, mais, potentiellement, en fait, tout reste chez nous. Donc tout notre savoir-faire, tous nos documents, les documents peut-être top secret ou je sais pas quoi, on pourrait les mettre là-dedans et ça ne sort pas de chez nous, mais on utilise en fait le LLM juste pour verbaliser, quoi. Est-ce que c'est à peu près ça Ouais. le concept? Ouais, c'est ça, le LLM, en fait, là, dans ce schéma, il va servir uniquement à générer les réponses. On va Mmh. juste lui donner des trucs et il va générer des réponses. Donc c'est un générateur de réponses, en fait, voilà. Donc en fait, on va de suite passer aux avantages du RAG, en fait, comme ça, c'est fait. Hem, 1 avantage, c'est le contrôle du contexte parce que comme tu le dis, en fait, c'est des données qui nous appartiennent, donc on garde le contrôle dessus et on va juste donner ce qui est nécessaire pour générer la réponse. Donc voilà, qui correspond à la requête de l'utilisateur. Le deuxième super avantage, en fait, c'est par rapport à l'utilisation classique d'un LLM, en fait, l'utilisation du RAG, c'est que ça limite totalement les hallucinations. C'est-à-dire Mmh. que, tu sais, bon, vous connaissez tous, les problèmes d'hallucination, il va générer des réponses un peu, qui n'ont rien à voir, juste pour pas dire qu'il sait pas ou enfin voilà, c'est le principe du LLM parce que voilà, il est là pour générer des réponses et assembler des mots. Bah, ça, on le limite complètement parce qu'on lui dit: «Si tu trouves pas la réponse dans ce que je te donne en contexte, bah, tu dis: "Je sais pas"». Voilà, tu dis: Je peux pas vous répondre». Voilà et généralement, ça marche bien et donc il n'invente pas des réponses. Ça, c'est pas mal. Et bah, ouais, parce que, pour le coup, d'autant plus si on a des questions hyper spécifiques et
comme on le sait, le LLM, c'est large model language, OK? Mmh. Donc c'est pas très, très spécifique. Comme par exemple, si on avait des documents hyper techniques, je sais pas, sous, la soudure, à l'argon, sous l'eau, par exemple, c'est ultra spécifique. Évidemment que les LLM classiques qui ont été entraînés sur des jeux de données, on va dire, génériques et standards, ne va pas avoir sa réponse là. Donc sur des documents qui sont ultra spécifiques, ultra techniques, là pour le coup, les possibilités d'hallucination sont faibles, quoi. Parce qu'on les Ouais, a alimentés avec, c'est ça des bonnes infos. et excellente transition puisque le troisième point, troisième avantage, c'est qu'on spécialise un modèle, en fait, dans un secteur. Donc tu dis, soudure à l'argon, par exemple, truc vraiment hyper spécialisé. Et ben, on le spécialise là-dedans sans avoir besoin de l'entraîner ou quoi que ce soit. Donc on a un LLM qui est capable de répondre à des questions très pointues sur, un domaine précis, sans qu'on ait besoin de l'entraîner, en fait. Et Donc du voilà. coup, ça peut coûter aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, Ah bah que oui, puisque l'en d'entraîner son propre modèle de bah soudure oui. à l'argon, quoi. Ouais, parce que c'est l'entraînement qui coûte le plus cher de toute façon, donc Mmh. plus que l'inférence, donc évidemment, oui, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher d'avoir, donc c'est très utile et c'est pour ça que, on il y a déjà des choses qui existent, hein, dans tout ce qui est juridique et cetera. Donc voilà, qui est très spécialisé dans certains domaines, voilà, et c'est ça l'intérêt, vraiment du RAG, c'est de spécialiser, dans un domaine spécifique. Donc c'est pour ça que les sociétés potentiellement seront intéressés puisque, voilà, des sociétés qui sont spécialisées dans certains domaines vont vouloir avoir même après des fois, c'est même pour l'utilisation en interne, hein, de la société, voilà, Mmh. d'avoir un chatbot qui est capable de répondre à des questions techniques sur, voilà, sur le métier et cetera. Je pense aussi aux RH où, par exemple, Mmh, les politiques, de vacances, par exemple, ou, les politiques, de journées congés des enfants malades ou des choses comme ça. On rentre toutes les données, en fait, dans cette base de données qu'on va voir, qu'on va décrire et potentiellement, en fait, tous les utilisateurs pourraient avoir un espèce de chatbot, pour, en fait, poser les questions, voilà: «J'ai un enfant malade, qu'est-ce que je pourrais avoir?» Bim bam. Là, on sort la politique spécifique de l'entreprise grâce à un RAG. C'est des choses qui peuvent être facilement, pas si facile, mais en tout cas qui peuvent être mis en mmh, place et qui peuvent amener en fait beaucoup de valeur pour les employés, quoi, clairement. Yes. c'est ça et du coup, bah, juste, en aparté, le RAG, on dit souvent chatbot, mais le chatbot, ça ne s'applique pas uniquement à un site web ou, une interface web. Ça peut être aussi, dans Teams, dans tous Hmm. ces trucs de chat qu'on a en interne et cetera. Voilà, on branche le système et après les gens posent la question comme si c'était une personne, de l'entreprise, quoi. Ouais, toutes les outils de messagerie interne. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, carrément. Carrément. À la limite, ce qu'on peut faire, vu qu'on maintenant on a présenté un petit peu, le RAG, ce qu'on peut Mmh. faire, c'est essayer de comprendre en fait le mécanisme de qu'est-ce qui se passe techniquement? Quelles sont les étapes en fait d'une Ouais. requête quand on va dire, on va prendre l'exemple d'un chatbot. Voilà, le chatbot, il a besoin de répondre à des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et à la limite, on a un petit schéma qui vient en fait quand même, assez bien expliquer les choses. À la limite, ce que je te propose, on prend vraiment toutes les étapes une par une et comme Mmh. ça, on comprend en fait, étape, enfin étape par étape, et surtout quel est l'impact technologique pour nous, qu'est-ce qu'on va être obligé de mettre en place, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va après on va détailler le long de l'épisode. Mais là pour résumer simplement, on a une base de documents, donc ça peut être des PDF, ça peut être, un site web, ça peut être des pages web, ça peut être, voilà différentes choses. Ces documents, on va les passer, alors on va les chunker, chunker, ça veut dire on va les découper en morceaux. Tac, 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 parce qu'évidemment les documents sont beaucoup trop gros et pour avoir plus de précision par rapport au vecteur, en fait, on va les réduire et on va passer avec, tous ces morceaux de texte dans un modèle d'embedding. Donc il y en a plein. Lui, il va s'occuper de changer de transformer ce texte en vecteur. Donc c'est des suites de numéros, voilà. C'est, des trucs, illisibles et ça, on va le mettre dans une base de données vectorielle. Voilà, tous ces morceaux et ensuite ça nous permettra en fait, bah, de rechercher dans cette base de données vectorielle et ce qui est les bases de données vectorielles sont assez efficaces pour retrouver, voilà des mots, tout ça et cetera, comment dire? Des similarités entre les textes et cetera.
Voilà. C'est ce qu'on Après appelle en voilà. fait c'est toute la recherche qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire, Mmh, pédale de vélo, on va utiliser le mot braquet, le mot vélo, le mot selle de vélo, le mot guidon. Tout mmh, ça, ça fait partie du champ sémantique et donc ouais, potentiellement, quand je dis, des chaussettes, thermiques ou, des bottillons ou des chaussures néoprène, potentiellement en fait, la le modèle, en fait, va être en capacité de faire le rapprochement entre tous ces mots-là. Alors que c'est si on ça. utilise, un moteur de recherche classique sur des mots-clés, si le mot-clé n'apparaît pas, on va pas pouvoir le faire sortir. Qu'avec Mmh, justement cette recherche sémantique et on va pouvoir faire des agrégations, donc c'est bien plus intelligent, quoi. c'est OK. ça. C'est ça. Ouais, on y reviendra juste après, expliquer un peu plus le vecteur, comment ça fonctionne, mais ouais, Ouais. c'est ça. Et ensuite, une fois alors ça, c'est tout ce qu'on fait en amont. On va préparer la base de données, tout ça, c'est vraiment un travail qu'on fait, au début. Et ensuite, on va brancher ça donc sur un LLM et donc une personne va poser une question dans un chat. Oui, je cherche, une route vélo. On va aller chercher dans la base vectorielle, route tout ce qui est en rapport avec la route vélo. Par contre, attends, Ouais, Patrick et j'ai oublié un morceau. non, 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 mais Ah, c'est je veux juste, être super clair, là-dessus pour être mmh, sûr que j'ai bien compris. C'est la requête, en fait, elle va passer, en fait, dans le modèle de embedding. Ça veut dire que la question que la personne a posée, elle va être, transformée aussi en vecteur et après mmh, ça va dans justement, faire la recherche pour aller chercher en fait tous les éléments qui sont propres à cette, requête-là. Mais la c'est requête, ça. elle est transformée en embedding. Ce qui fait Oui, que oui, toutes les requêtes en fait, ne sont qu'une agglomération de vecteurs en fait. C'est ça? mmh. OK, Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Donc on fait ça, une fois qu'on a donc retrouvé les éléments qui correspondent, le texte qui va nous renvoyer le vecteur donc du texte. On va tout simplement construire une requête au LLM, donc n'importe lequel, hein, ça peut être OpenAI, ChatGPT, n'importe quoi, GPT-4 ou autre. Et on va construire le modèle en disant en lui posant donc on va faire un prompt avec différentes choses en lui disant: «Voilà, voici le contexte, réponds par rapport à ce contexte, à la question de l'utilisateur» et voilà et donc en général, il prend tout ce qu'il a dans le prompt avec le contexte et cetera et il génère une réponse et il la renvoie et voilà. Mais généralement, c'est assez satisfaisant et si vous avez bien fait votre travail, la réponse devrait plaire et être, en adéquation avec, la question. OK, mais quand tu dis, il faut bien faire le travail, Ouais. clairement, nous, là, ce qu'on fait, on vient juste câbler différentes technos, quoi. Donc en quoi le câblage va changer quelque chose? Alors, moi, je pensais au début, je pensais que c'était plutôt simple. Parce que finalement, c'est vrai que sur le papier, comme ça, tu dis: «Bon, OK, chunker du Bah, ouais, du c'est du pas texte, OK. compliqué, quoi. Embedding modèle, je mets dans la vector, je vais chercher le truc». Ouais, c'est pas compliqué, quoi. C'est des trucs qu'on fait, quoi, chercher dans une base de données, afficher des textes. Et ben, en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est assez technique, finalement. Et la première partie, donc on va parler d'une première partie, tout ce qui est chunk, tout ça, c'est quasiment la partie la plus importante, en fait, du RAG. Le Parce chunkage. que ouais, de cette partie-là va dépendre, en fait, les résultats de recherche dans la base vectorielle et ensuite, bah, si le contenu de recherche correspond vraiment à la requête, et bah, c'est là où la réponse du LLM va être encore plus en adéquation. Donc, la partie du chunk, tout ce qui est découpage de documents, est vraiment primordial dans le RAG, en fait. Vraiment, vraiment, quoi. OK et est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, l'exemple, on doit prendre un livre, on doit Mmh. l'intégrer, en fait, dans notre, base de données, vectorielle. Est-ce qu'on va prendre des chapitres? Est-ce qu'on va prendre des pages? Est-ce qu'on va prendre des paragraphes? Est-ce qu'on va prendre petit 1, petit 2, petit 3? Est-ce qu'à l'intérieur de ces paragraphes, on va découper en petites phrases? Tout ça, en fait, va avoir vachement d'importance, quoi, c'est ça? Ouais, ça a beaucoup d'importance et il faut savoir qu'en fait, il y a pas de règle universelle. En fait, OK, à chaque fois, il faut s'adapter au contenu. OK. Le truc, c'est de pas perdre, justement le sens des phrases, des textes, en fait. Donc en fait, Mmh. en fonction de comment tu vas le découper, bah, tu perds le sens, et donc le modèle d'embedding va faire l'embedding, mais il va perdre, vraiment le sens de tes datas. Donc en fait, c'est vraiment une adaptation à chaque fois, aux fichiers, aux documents et cetera.
Donc il y a pas de règle universelle. En tout cas, pour l'instant, moi, j'en ai testé plein et voilà, à chaque fois, il faut s'adapter au contenu et on peut pas dire à chaque fois: «Bah, je vais découper, en 200 tokens et cetera et puis c'est réglé, quoi». Non, en fait, à Mmh. chaque fois, tu dois changer. Il OK. y a énormément de techniques, en fait. Et il y a pas pour en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé la technique qui marche partout, tout le temps, dans tous les contextes, quoi, Non, non, en tout cas, bah, après, je suis pas un expert, du du expert, RAG. mais Ouais. j'ai pas mal fait de recherches et cetera. J'ai pas mal fait de tests aussi et c'est vrai que, non, il y a pas pour l'instant, il y a pas de technique universelle. Moi, il y a une technique dernièrement, alors j'avance un peu, mais j'ai une technique que j'aime bien, c'est de découper un document en plusieurs, morceaux, mais de garder le document par rang et donc tu vas chercher dans la base vectorielle les éléments enfants et après tu récupères par rapport à ces éléments enfants qui correspondent à la requête. Tu vas récupérer Le l'élément par parent. rang, voilà et donc je retrouve le document. Alors ça marche bien par exemple, j'ai fait des tests sur des fiches de formation. Ça marche bien parce que les fiches de formation, elles sont pas énormes au niveau du contenu, Mmh. donc ça colle, tu vois? Donc je peux quand même mettre, dans le contenu les fiches de formation qui sont pas il y a pas énormément de texte, mais par contre, quand on fait la recherche dans la base vectorielle, ça matche plus facilement, tu vois? Mais voilà, il y a Mmh. énormément, énormément de techniques et si tu vas sur le web chercher les techniques de chunk et tout ça, tu vas trouver des tonnes d'articles. Et là, c'est, Ouais, le puits, c'est le rabbit hole, dans dans Alice aux merveilles, Alice au pays ouais. des merveilles où là, tu tombes dans la tanière et c'est infini, quoi. OK, et donc ce système-là, c'est, ce que tu appelles le chunkage, les chunkers, on vient découper, en fait, le texte, et Mmh, pour ça, en fait, on a différents outils qui nous permettent, en fait, de choisir la longueur, le l le pli en fait, mmh, c'est-à-dire entre ton premier paragraphe et ton deuxième paragraphe, est-ce que tu vas faire une rupture nette ou tu vas avoir un espèce de tuilage entre les paragraphes? Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est justement où en fait tu viens, rentrer tous ces paramètres-là pour, avoir plus ou mmh. moins de granulométrie, quoi, c'est ça? Ouais, ouais, tu dit alors, tu as le chunk qui est assez basique où voilà, tu vas régler la longueur de caractère, où tu peux splitter par paragraphe ou des choses comme ça et comme tu dis, il y a l'overlap qui permet en fait de garder un petit morceau du paragraphe de précédent et un petit morceau du paragraphe suivant pour pas perdre le contexte en fait, des textes entre eux. Donc ça, c'est vraiment le truc classique, chunk, voilà, basique, bête et méchant, par paragraphe et cetera. Tu peux ou par retour à la ligne, ou tu peux prendre un titre et un paragraphe. Voilà, tu peux voilà, tu mixes ton truc comme tu veux, mais c'est vraiment le truc basique. Là, il y a pas de réflexion particulière, c'est juste on découpe en morceaux, quoi. Voilà, pour le coup. Tu as OK. ça, tu as voilà, tu vois, le text splitter, alors là, c'est un truc pour tester différentes techniques, en fait, voilà, en fonction de la taille et cetera. Tu as le sémantique aussi, qui est capable de détecter, en fait, un peu plus de sémantique et ensuite il y a les techniques aussi où tu peux, utiliser un modèle. Tu vas lui envoyer le texte et tu lui dis: «Bah, découpe-moi en morceaux, en chunk logiques, ce texte», par exemple. Mmh. OK, Donc donc il y en a des fait, tu modèles qui vas sont utilisables. est-ce que là, on n'est pas Ouais. rentré dans le mode un peu Inception où en fait, tu vas utiliser un modèle pour chunker des informations que tu vas envoyer à un autre modèle, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, mais c'est hyper important, en fait, que ce soit Mmh. vraiment chunké d'une façon logique. Tu peux avoir aussi la technique. Il y a une technique aussi, tu vas lui faire, par exemple, si tu as un contenu alors j'ai déjà eu du contenu de mauvaise qualité, ça arrive, hein, sur des sites un peu, anciens ou voilà, bah, tu lui fais réécrire le contenu. Tu lui dis Mmh. «Fais-moi enfin résume-moi ce texte, hein, ou clean-le-moi, On que ce soit plus comprend clair à pas ce comprendre». que l'auteur voulait Voilà. dire. Est-ce que tu peux expliquer en français? Voilà, ou optimise-le pour voilà, pour toute la recherche, vectorielle et cetera. Donc voilà, tu peux utiliser des modèles. Il y a des modèles qui existent que tu peux faire tourner en local quand tu utilises du Python. Ils sont capables de te le faire en local ou sinon tu peux utiliser des modèles voilà, les tokens, ça coûte pas une fortune non plus quand tu utilises des API, OpenAI, tout ça, tu peux le faire. Donc ouais, il y a vraiment énormément de techniques de chunk. Il y a aussi des services qui te permettent de chunker les PDF, par exemple. Les PDF, c'est assez complexe parce que tu sais, il y a beaucoup d'éléments de décoration. Tu vois les Ouais, numéros de page et cetera. Donc ouais. c'est très compliqué à chunker. Donc il y a aussi des services qui te permettent de découper les PDF d'une façon assez propre, qui vont le nettoyer et cetera.
C'est très, très, très vaste. Ouais, Mais cette partie-là est j'imagine. primordiale, quoi. Ouais, et pour le coup, ouais, toi, tu penses qu'il faut vraiment, passer un peu de temps là-dessus parce que c'est ce qui Ouais, va amener la plus grosse valeur ajoutée, à tout le système, c'est vraiment la qualité de tes chunks, quoi. ouais. Ouais, la qualité du traitement du contenu, c'est ce qui va faire découler, en fait, la qualité de ton RAG, en fait. OK. Si tu as une bonne qualité de contenu, un bon découpage et cetera et une bonne insertion dans la DB, tu auras des bons résultats au niveau de la DB, tu auras du bon contexte et tu veux voilà et le LLM quand tu lui files du contexte correct qui est OK, il est capable de formuler des bonnes réponses. Dac. OK. Mmh. Donc premier point clé, la qualité du chunk. Est-ce qu'on pourrait dire que Ouais, le deuxième point clé aussi, ça va être, ton modèle d'embedding? C'est-à-dire le modèle qui va te permettre de prendre de la donnée et de le transformer en vecteur? ouais, ça c'est pareil, ouais, ça c'est très important, C'est l'étape numéro 2, puisque on le pourrait modèle dire. ouais, c'est ça, le modèle d'embedding, en fait, il va comprendre, le sens de la phrase, tout ça, donc il va et du coup, il va le découper en fonction de ce qu'il voilà, de ce qu'il comprend et cetera, donc le modèle d'embedding est super important. Alors, on n'a pas parlé des dimensions encore, il y a beaucoup de dimensions. Alors, parlons de suite de ce que c'est, les vecteurs, comme ça on va mieux comprendre. Alors les vecteurs, en fait, c'est des il faut le voir comme une grille, avec, X, Y, en fait, vraiment, horizontale, verticale et pour chaque mot, en fait, il va mettre un point sur cette grille. Donc par exemple, une chaussure, tu as un point et je sais pas, un pied, imaginons un pied, il va mettre un point et forcément le point pied, chaussure sera peut-être pas trop éloigné puisque ça a un lien entre les 2. Par contre, si tu mets un arrosoir, bah, l'arrosoir, le point sera beaucoup plus loin et en fait, les vecteurs, c'est ça, en fait. C'est des positions dans une grille et plus s'ils sont plus ou moins loin, en fait, bah, ça veut dire qu'ils sont liés ou ils sont pas liés et cetera. Voilà, en gros, ce que c'est le vecteur, donc c'est une représentation comme ça, vectorielle, des éléments, dans une grille et qui voilà, chaque donc c'est important parce que, le modèle d'embedding, il va comprendre les mots et cetera et c'est là où il va bien les placer ou mal les placer. Voilà Mmh. et ensuite il y a un nombre de dimensions. Donc il y a des modèles d'embedding qui font peu de dimensions, c'est 256 dimensions, je crois et ensuite on monte, sur les modèles OpenAI, par exemple, le Text Embedding 3 Small, par défaut, il fait 1536 dimensions, donc là, c'est déjà beaucoup plus. Donc plus de points vectoriels pour des mots, donc plus de précision, Et est-ce que mais plus après de place. le fait d'avoir, plus de dimensions, est-ce que c'est plus précis ou pas spécialement? Normalement, c'est plus précis. Par contre, ça prend beaucoup plus de place dans la base de données, donc OK. on en parlera après, mais plus voilà et ça consomme plus de ressources aussi pour faire la recherche. Mmh. Mais voilà, donc il y avait, voilà, après c'est un coût, mais par exemple, l'OpenAI, le moins de vecteurs, c'est 1536 et après le embedding 3, large, je crois, c'est 2000, je sais plus combien il y en a, mais ça en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On peut peut-être, montrer en fait, Mmh. le leaderboard en fait qu'on a sur, Hugging Face. Pour le coup, si vous ne savez pas ce que c'est Hugging Face, on vous rappelle d'écouter, l'épisode précédent où on parle d'IA et justement c'est un acteur, majeur dans tout l'écosystème, de machine learning, et d'IA, de modèles, de datasets et de tout ça. Pour le coup, ils ont une page, dédiée en fait sur, où ils présentent en fait tous les modèles, d'embedding et avec plus ou Mmh. moins une classification, même si, je pense que c'est un peu difficile de se retrouver au milieu de tous ces paramètres-là et de savoir, quel est le meilleur pour moi, quoi. Alors ouais, tu vois, tu fais bien de monter le tableau parce que j'ai oublié un truc, dans les modèles d'embedding, parce que nous, on parle français. Enfin, en tout cas, notre, contenu est souvent en français et évidemment, c'est très important de prendre un modèle embedding multilingual, parce que sinon ça marche pas Et bien. oui, et oui, carrément. Et est-ce Qui que, va comprendre que ouais. celui de Mistral, est optimisé français ou pas du tout? Pas sûr, tu vois? Parce que généralement, c'est marqué dans le nom, multilingual, donc là, c'est pas marqué, donc je pense que non. OK, et Text Après, Multilingual faut voir dans les Embedding, détails, mais ouais, mmh, OK. faut regarder dans les détails. Mais non, non, après, ils sont plus ou moins bons, la plupart. Après, ça, c'est des tests automatiques, tout ça. Mais voilà, après, c'est intéressant ce tableau parce que tu as la mémoire, l'utilisation de mémoire, tout ça, nombre de paramètres, tout ça et la Com dimension surtout qui est super importante.
Dac. Tu vois, on monte à 4000, 8000, 8000 enfin, c'est énorme après, hein. Ça commence à faire des trucs assez énormes. Très, très gros, très, très gros Mmh. et pour le coup, ça, c'est un petit peu la même chose, sur tous les modèles. On va retrouver des modèles open source, on va retrouver des modèles privés, des modèles, qui sont accessibles que, via leur cloud, via leur propre instance ou des modèles, qu'on peut installer, sur des machines, Ouais. chez les gros opérateurs ou, chez notre bar métal, Mmh. ou notre GPU, de ma boule, quoi. OK. Ouais, après, honnêtement, les modèles OpenAI, sont pas très coûteux, hein. Honnêtement, tu peux embedder pas mal de textes, de tokens et tout ça. Ça coûte pas Ça une coûte pas fortune, cher. franchement. Ouais. Non, ça coûte pas cher et attention, parce qu'en local, ça peut être assez, consommateur de ressources, suivant ce que tu veux. OK. Après, Faut faire gaffe. peut-être J'ai déjà fait que planter mon Mac une fois, grâce à un modèle dans Medit. ouais, mais tu une charrette, Mais non? non, non, c'est la première fois, j'avais jamais eu ça. Il s'est complètement arrêté le truc. Ah ouais. Après, c'est peut-être pas débile aussi, si on a pour le coup, si on a une bonne bécane, de générer en fait, je pense par exemple à une base de données ou, des produits d'articles, commerce. On veut, donner en fait une représentation, vectorielle de tout notre catalogue. Mmh, Potentiellement, on vient générer ces embeddings en local, puis après on les stocke sur la DB. Mais cette création, en fait, on l'a fait une seule fois. Donc voilà, par rapport au coût, par rapport à la rapidité d'exécution, voilà, ça peut-être amener, une valeur de le ouais. faire en local, sous couvert que le modèle, puisse tourner en local. Ça, c'est un autre sujet, Mmh, mais ouais, ouais. et Non, mais après ouais, des fois, c'est franchement, le coût, il est vraiment minime, et des fois, ça vaut pas le coup de s'embêter, quoi. OK, Ouais, ça ouais, ma vraiment. ça marche, ça marche. Après, OK. je suis pas représentant OpenAI, mais j'ai pas de T'es j'ai pas de payé sous chez par eux. Sam, t'es J'ai payé par j'ai pas Sam. voilà. Sam, il a voulu sponsoriser le podcast, je crois, non? Un truc comme ça, non? Ouais, il nous a appelés, mais on a refusé. Non, je veux dire qu'à un moment donné, des fois, c'est non, vraiment, c'est pas un coût énorme et parfois économiser. Alors, si tu as un serveur, tu as un peu d'argent, tout ça, tu es une société, c'est différent. Tu peux éventuellement acheter un serveur et tout ça. Quoique en ce moment, c'est peut-être difficile de trouver des GPU, mais Mmh. enfin, faire tourner sur son Mac aussi, c'est quand même un coût parce que ton Mac, tu le fatigues un peu plus et tout ça. Peut-être qu'il durera moins vite et enfin, moins longtemps en tout cas, donc est-ce que ça vaut le coup, d'économiser, voilà, ça se Une discute. poignée de dollars, Ouais, voilà. et c'est fait en 30 minutes, alors que sur ta Ouais, bécane, tu en as pour 4 heures puis ou la 5 heures ou 6 et heures. puis la qualité est vraiment bonne, je crois, sur le Donc modèle d'embedding voilà. yes, Après, il y en a d'autres, hein, il y a Cohere, je sais pas comment on dit, Cohere. Il y a plein de modèles qui sont super excellents, quoi. yes. OK, donc maintenant qu'on a chunké nos documents, on les a envoyés en fait à notre, modèle. Là, on a récupéré le vecteur, donc cette espèce de fichier avec, plein de chiffres, à l'intérieur. Sauf que maintenant, il va Mmh. falloir qu'on stocke ces données-là, dans une base de données qui a la capacité de stocker en fait ce type de fichier. Donc on a, les strings, les numbers, Mmh. des JSON et là en fait on a du vecteur, Du vecteur, ouais, c'est ça. c'est ça? Et donc il y Capable a de ouais, ouais, c'est ça. Capable de stocker du vecteur, en fait. C'est une base de données capable de stocker du vecteur, de représentation vectorielle, voilà, et surtout de faire de la recherche. C'est surtout oui. ça. OK, après la stocker, et surtout oui de faire ouais, de stocker Parce et que c'est de ça faire qui des ouais, appels quoi. Bien sûr. c'est ça qui est assez coûteux en ressources, en fait, c'est la recherche, donc c'est la recherche par similarité. Voilà. Donc il OK. va comparer les points et comparer ceux qui sont les plus proches, tout ça. Qui va te donner une sorte de distance entre chaque point et OK. Ouais, donc Et ouais et il y a oui, vas-y. donc il y a plusieurs, types de bases de données, qui existent. Il y a des bases de données qui sont dédiées et qui ne font que du vectoriel, mais il y a aussi des Ouais. bases de données, en fait, qui ont évolué ou sur laquelle on peut mettre des extensions. Je pense par exemple à Postgre, qui a Mmh. son extension qui s'appelle PG Search.
ou non, PG Vector, PG pardon. Vector. Ouais. Et donc, ce qui nous permet en fait de stocker et de faire des calculs sur la DB directement avec l'instance Postgre. Peut-être que, par contre, on va peut-être avoir des limitations si on Ouais. veut les comparer à des bases de données qui, elles, sont totalement dédiées et ne font que ça, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, maintenant tu as quasiment toutes les bases de données qui prennent, en charge le vectoriel, comme tu dis, Postgre, il y a Redis, Le type enfin de toutes quoi, fichier vecteur, quasiment ouais. toutes. Ouais, Tu en as sur Cloudflare maintenant aussi, il y a des bases de données vectorielles, enfin il y a vraiment et des bases de données vectorielles, il y en a des tonnes, mais alors des tonnes. C'est c'est même difficile de s'y retrouver, c'est tellement il y en a, quoi. ouais, Il y en a beaucoup d'open source, donc ça c'est bien. Mais des vrais open source que tu prends, que tu, self, hostes toi-même et puis, ouais. voilà, ChromaDB, tout ça, c'est du self-hosté, Qdrant, je crois. Pincon, c'est pas de l'open source, c'est payant, voilà, il y a vraim mais il y a un choix incroyable. Alors après, il y a des différences, hein, il y a alors après, c'est assez technique pour voir les différences, tout ça, c'est pour ça qu'il y a des tableaux de comparaison. Mais, après, ça dépend le besoin, tout ça, mais déjà, voilà, PG Vector, tout ça fait déjà le taf, de base. Tu as déjà des résultats concluants. Ouais. Minisearch aussi, on en parlait encore dans le dernier épisode, qui peut être intéressant sur des recherches, quand tu as pas une grosse base de données, de documents, tout ça, bah, ça peut être des résultats assez pertinents, d'autant que maintenant ils prennent en charge, la recherche vectorielle, tout ça et on peut régler le curseur plus ou moins du texte ou du vecteur donc Ouais. ça peut être assez Sémantique, full intéressant. text, Ouais, hybride. c'est ça, hybride et rapidité surtout, elle est super rapide donc ça peut être, une solution intéressante. En tout cas, moi je l'ai, déjà inclus dans des tests, et ça c'est assez concluant OK. Et tu d'avoir des recherches sur et Minisearch. OK, top, top. De toute Mmh. façon, je pense que sur double slash, on est pro, Melisearch. Là-dessus, on est Ouais, c'est d'accord. pour ça qu'il va nous offrir une base de données dans pas longtemps. Pour le coup, on en parlait et là, tu nous mets un article, justement où, la base de données, Mmh. spécifique. Là, en fait, il y a beaucoup de documentation sur les RAG, Ouais. pardon, et sur justement comment utiliser toutes ces bases de données, comment, optimiser, tout ce process-là. Mais, Mmh. derrière, sur la base de données purement, voilà, on vient enregistrer, on vient faire une recherche. C'est assez basique. Il n'y a pas une sémantique à réapprendre, comme par exemple, je pense au SQL, quand on veut faire du SQL. Voilà, il faut apprendre quand même à construire ta query. Euh, Mmh. Sauf que maintenant, souvent, en fait, il y a des ORM. En fait, est-ce que là, sur ces bases de données, on va dire vectorielles, et est-ce qu'on va avoir en fait c'est quoi? C'est des API REST où on va demander, on va lui donner un, une élément, un élément, pardon, une Mmh. query ou un vecteur. On va lui donner un vecteur et il va te renvoyer tous les vecteurs qui sont similaires. Comment ça se passe? C'est quoi Bah, il y a différents elles marchent toutes, un peu différemment, mais bah, après la plupart du temps, elles ont des librairies, disponibles, que ce soit en Python, en JS ou même parfois en PHP. Tu as des librairies qui permettent de communiquer avec ta base de données. Donc la plupart du temps, les tools et l'écosystème sont là pour, se brancher facilement. Ouais, tu vas filer des vecteurs ou une query, alors, celle que tu as sous les yeux là, Viviat, elle est pas mal. D'ailleurs, c'est des mecs du Pays-Bas qui font ça. Elle est intéressante parce elle intègre pas mal de choses. Elle est capable de en fait, il y a des choses qui sont elle va embedder automatiquement. C'est-à-dire que tu vas pas le faire toi-même. Hmm, Tu vas envoyer le texte, bah, un peu comme Minisearch d'ailleurs, pour le coup. ok. J'ai pas fait exprès, mais en fait, tu vas lui envoyer les chunks et elle va elle-même embedder et stocker, en fait. Tu auras pas besoin de faire de passage par l'embedding avant. Tu lui envoies directement le texte et elle est capable de l'embedder et pareil pour les requêtes, elle est capable bah, tu lui mets juste une query en texte et elle va pareil, le transformer et faire la recherche. Donc c'est Ah déjà ouais. tout, intégré, en fait. Ah ouais, donc en fait, ça vient faciliter le boulot, Ouais. de Maboul, du dev, parce qu'il a uniquement à implémenter cette base de données et toute la logique en fait de chunker les documents, de créer l'embedding, de le stocker, tout ça en fait c'est fait automatiquement par la DB. Donc en fait c'est bien au-delà en fait d'une simple base de données, c'est quasiment un écosystème, un service clé en main quoi, Mmh. on pourrait dire.
Ouais, 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 celle-là, elle est vraiment pas mal et puis tu as pareil, tu as LibreChearch donc tu vas mais alors beaucoup ont, la recherche hybride où tu vas régler où tu as le curseur entre un peu plus de texte ou un peu plus de vecteurs. Donc là, ils le proposent de plus en plus parce que des fois des fois, c'est un peu suivant les documents, c'est peut-être des fois un peu plus pertinent sur côté un peu plus de texte ou voilà, ça dépend en fait, ce que tu recherches, et c'est, voilà. Mais voilà, il y a pas de base de données, mieux qu'une autre ou moins bien. C'est voilà, chacune a ses avantages et ses inconvénients et après voilà, faut tester Et une faut fois de plus, essayer. une fois de plus, trop de choix et le choix est Ouais, toujours difficile à faire, quoi. grave. Faut bien comprendre, mais comme toutes les technos, hein, comme tous les langages, comme tous les frameworks, les librairies, le choix de mais là, en plus, c'est hyper primordial. Enfin, c'est hyper important dans la mesure où c'est la base de données, donc c'est le cœur central du business, souvent, c'est ça. Donc faut pas se Mmh. tromper, quoi. Faut pas trop Ouais, se ouais tromper. D'où et l'intérêt après, de faire des tests en amont, quoi. ouais, la plupart du temps, c'est assez simple. Tu fais un index. En fait, tu crées un index donc qui va correspondre à tes données et puis tu vas rentrer tes données dedans. Juste un truc, généralement, quand tu crées un index avec une dimension, par exemple, tu crées un index en 512 dimensions. Donc après, tu utilises un modèle qui va te générer des 512 dimensions pour stocker dedans. Il faut que ça corresponde, tu vois, forcément. Et là, du coup, tu peux plus, par exemple, changer de modèle d'embedding pour passer à 1500 ou truc comme ça, parce que ça Mmh. va pas correspondre. Donc ça va pas matcher. Donc tu vois, il y a des petits trucs comme ça à savoir. Mais voilà, donc au début, tu Ouais, choisis ton le modèle. choix de ton modèle, en fait, il est crucial parce que, tu vas tout baser Mmh. là-dessus et derrière, en fait, bah, tu vas être obligé de dérouler, toute la suite ou sinon, tu es obligé de tout recommencer, Tout réindexer, ouais. de tout Voilà. réindexer de tout stocker, différemment, Donc ça peut voilà, si tu as beaucoup de données, ça peut coûter vite cher si tu commences à changer tout le temps. ouais, Donc on est généralement, d'accord. tu pars voilà, moi je te dis, généralement, je pars sur le modèle, voilà, le truc de OpenAI et je me fais pas chier, quoi. Ouais, bien sûr. Hem, Vite fait, pour les recherches par similarité, en fait, il y a les 2 principales, c'est euclidienne et cosinus. Alors on est dans les maths, c'est pas mon point fort, mais donc euclidien, c'est la mesure physique entre 2 points vectoriels, voilà. Et la similarité cosinus, donc c'est généralement celle qui est le plus utilisée. On est souvent réglé en cosine. C'est l'angle entre 2 vecteurs. Donc si l'angle est proche de zéro, c'est similaire et s'il est proche de 90°, c'est différent, voilà. Voilà, donc généralement, souvent les bases de données, tout ça, sont réglées en cosine, voilà. C'est OK, celle la plus utilisée. Mmh, OK. voilà. Parfait. Ultra, alors là, pour le coup, est-ce que nous, en tant que simple dev, et d'utilisateurs, est-ce qu'on a Mmh. besoin de comprendre ça ou pas tellement? Bah, si, il faut comprendre quand même comment ça fonctionne, même si on est toujours sur du cosinus, mais après il y a aussi des systèmes d'index différents. Alors c'est ça aussi dans les bases de données vectorielles, il y a des systèmes d'indexation qui sont un petit peu différents, c'est avec des acronymes, tout ça. Alors là, ça devient hyper complexe et là, je suis pas encore calé là-dessus, mais Là, c'est des pures maths, quoi. ouais, ouais, puis c'est une question de performance aussi parce que c'est quand même assez, gourmand quand tu commences les bases de données, alors déjà ça stocke beaucoup de vecteurs, donc c'est beaucoup de poids, enfin beaucoup de gigas, suivant ce que tu vas stocker et suivant Mmh. le nombre de dimensions et puis derrière, quand tu recherches la base de données, recherche dedans, c'est consommateur de ressources donc Ça tu vois? mouline. Ouais, ça mouline donc voilà, c'est important quand même de savoir sur quoi tu te règles tout ça pour avoir un hardware qui est correspondant, tout ça, quoi. Mmh. Bien sûr. OK, donc ça, c'était pour, la base de données. Est-ce que, maintenant on n'a pas, un espèce alors on l'a déjà vu avec des services qui font base de données, mais qui font aussi tout l'écosystème. Néanmoins, si, moi j'ai déjà, implémenté, quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas en fait des espèces de frameworks, ou, un processus, des librairies qui essayent de faciliter en fait cette mise en place de tout cet écosystème, de tout ce qu'on a vu d'un RAG, par rapport, si je fais du PHP sur du JS, du Python, est-ce qu'il n'y a Mmh. pas des frameworks qui existent pour justement cette mise en place de RAG? Ouais, ouais, il y a des frameworks et ça, c'est cool. Alors généralement, c'est beaucoup de Python, hein.
C'est énormément de Python. Il y a beaucoup. Alors, si tu fais du Python, t'es le roi du monde pour tout ce qui est RAG et tout ça, parce que là, tu as une tonne de librairies disponibles, de frameworks et tout ce que tu veux. Mais nous, on est des développeurs web et on aime le JS, on aime le TS et on aime le PHP. Donc, enfin, un peu plus moi le PHP. Ouais, on est d'accord. Mais il existe Donc, ouais, il y a des frameworks, ouais. il existe le LLM Font qui est un framework dédié à l'IA en PHP, Ouais, c'est ça? ouais, là, voilà, t'as des. Alors ça, c'est un framework qui est plutôt. Alors, il est pas complet, complet. C'est pas un truc pour faire. Alors, on parle souvent de pipeline pour les racks, tout ça. C'est-à-dire, tu as une chaîne de, voilà, une chaîne comment on peut appeler ça? Une chaîne de séquences où c'est séquencé en fonction, en étapes, voilà. Aller chercher dans la base de données, récupérer les trucs, faire le prompt, envoyer, récupérer la réponse, etc. Donc on part souvent de pipeline. Donc après là, on va parler de 2 frameworks. Donc celui en PHP, il permet de faire pas mal de choses, mais c'est pas aussi complet qu'un framework vraiment où on peut faire des pipelines, tout ça. Mais on peut faire déjà des choses. Donc si vous êtes plutôt PHP, bah, c'est plutôt intéressant. Et Ça là, permet je de se vois, foutre, ouais. je vois sur, le repo qu'il y a un Ouais, il y tutoriel a un tuto, ouais. complet Mmh. de comment faire un RAG avec, Syntho, OpenIA, Mmh. OpenAI c'est un tuto en français en plus donc pour les Ouais. amateurs de PHP qui veulent, tester ça, il y a peut-être moyen, de faire un truc sympa. Cool! Ouais, ouais, parce que de toute façon, c'est du script assez, enfin, quand tu réfléchis, c'est du script assez simple, hein. Tu prends la requête, tu vas chercher dans la base de données, tu récupères le résultat, tu fais ton prompt, tu envoies au LLM, tu récupères la réponse et tu la renvoies. Voilà, c'est juste un script assez basique, donc tu peux le faire, voilà. Yes, Mmh. cool. Et autre, pipeline ou Mmh. séquenceur ou en tout cas je sais pas comment on pourrait, appeler ça. Alors pour le coup, tout le monde, connaît quasiment Vercel. Ils ont Ouais. sorti un AI toolkit qui lui, pour le coup, est en TypeScript. Par contre, Mmh. est-ce qu'on va retrouver les mêmes outils, qu'on a vus tout à l'heure? Ou, là, c'est plutôt, vraiment, plus séquencé? Ou est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose? Ou c'est justement beaucoup plus généraliste? Il va falloir, creuser, étape par étape? Non, alors l'outil là, il est bien le SDK Vercel parce qu'il unifie en fait l'appel à différents modèles, différents providers. Donc Mmh. pour ça, il est vraiment cool, ce toolkit parce que, en fait, c'est à peu près toujours la même chose. Juste, tu as des fonctions et tu vas appeler des modèles. Tu vas appeler, Anthropic ou tu vas appeler OpenAI ou n'importe quoi et puis, en fait, tu as juste à changer, le nom du modèle ou voilà et en fait, tu utilises toujours les mêmes fonctions donc c'est vraiment très pratique. À savoir que d'ailleurs, on en parlera juste après, mais Mastra, une partie du code de Mastra est basée sur le AI SDK de Vercel OK. donc c'est une librairie qui est bien foutue et qui donne accès vraiment facilement avec du code très, très simple, au LLM, tout ça. Donc, pareil, comme le système PHP juste avant, ça te permet de faire avec très peu de code, bah, tu peux faire un RAG ou n'importe quoi, ou un agent ou des trucs comme ça. Et pour le coup, le SDK est facile à utiliser et on Mmh. peut, switcher d'un modèle à l'autre, quoi. Facile. Oh. Yes. Et pour ceux qui sont un petit peu plus, vénères, on va dire, et qui veulent, on va dire, tout faire à la main, il existe, un framework qui est dédié à ça pour justement, créer tout ce pipeline-là, comme tu disais. Ça s'appelle Ouais, LangChain et là, pour le coup, il y a 2 versions. Il y a la version, Python et la version ouais, JavaScript. c'est ça. Il y a LangChain, c'est un des plus anciens avec Llama Index. Donc là, on est vraiment sur des toolkits qui permettent de faire vraiment des chaînes, voilà, d'événements. Et c'est plutôt bien fait. La doc est super pourrie, mais et et tu non, faut le dire. Voilà, la doc est vraiment, pas terrible et il y a très peu de ressources sur le web. Quand tu cherches vraiment des infos, c'est pas évident à trouver. Donc moi, j'ai été jusqu'à aller dans les repos GitHub pour trouver des exemples et tout, Ah de ouais. mecs qui avaient fait des ouais, ah ouais, vraiment, difficile à trouver. Par contre, c'est assez puissant, parce que c'est capable de gérer, pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment bien fait. Tu peux loguer et cetera. Alors il y a un truc qui est super intéressant, c'est que, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais à force de faire des racks, tout ça, c'est qu'à un moment donné,
tu vas faire ton truc, tu vas faire ta recherche dans ta base de données, tu vas envoyer au LLM et tu vas faire la réponse et après la personne va reposer une autre question et à un moment donné, tu as une sorte d'étape dans ton process où tu vas décider est-ce que tu refais une requête ou pas? Ou est-ce que tu fais avec ce contexte que tu as déjà, est-ce que tu es capable de répondre à la question? Tu vois? Et voilà, ça te permet de faire des trucs comme ça où tu définis en fait, est-ce que je refais un appel ou pas? Est-ce que voilà. Donc c'est Et vraiment tu des un concept, qui est pas mal, où j'ai vu une conf là-dessus sur Redis mmh, justement, où il parlait de sémantique caching, où, justement, en ouais, fait, il va mettre en cache, en fait, cette réponse et avant, en fait, de faire appel, en fait, au LLM pour ou en tout cas, ou RAG ou qu'importe, en fait, mmh, il va déjà regarder s'il y a une similitude avec ce que j'ai déjà mis en cache et en fait, ils vont économiser beaucoup, beaucoup, c'est ça. beaucoup d'argent et C'est ce beaucoup que de j'ai c'est ça, ressources et beaucoup de rapidité aussi et donc c'est ça, ouais. c'est un concept de, sémantique caching, C'est qui est ça, c'est super ce que j'ai intéressant. découvert, il y a pas très longtemps à force de creuser et Ouais. justement LangChain, tout ça te permet de faire ça parce que tu as un système de gestion de mémoire. À un moment donné, il va falloir stocker, tes différentes réponses pour garder un contexte de conversation, en fait. Et c'est là où, tu vas avec ces frameworks comme LangChain ou, Mastra, tu vas pouvoir rajouter de la mémoire. Donc ça va être soit, mémoire, du serveur, soit tu vas mettre une petite, base de données SQL ou du Postgre, n'importe quoi et ça va stocker, ça va récupérer et c'est là où, en stockant cette conversation, à un moment donné, tu vas gérer ce truc où tu vas dire: «Est-ce que je réponds ou est-ce que je» ou voilà et ça, c'est important parce que je te donne juste un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit, «Ouais» alors je suis beaucoup sur les formations ces derniers temps mais imaginons, ouais, je cherche une formation, pour être peintre et donc le LLM, bah, je vais faire la recherche, tout ça, je vais répondre. Je vais lui dire, voilà, il y a telle formation, telle formation, telle formation, 3 formations par exemple et là, tu vas lui dire: «Ah ouais, la deuxième m'intéresse». Et là, la deuxième m'intéresse. C'est pas une requête à la base de données, tu vois? Et c'est là où il faut décider de répondre par rapport au contexte d'avant et donc le LLM, il va prendre le deuxième et répondre à la question sans faire de requête à la base de données et cetera. Et c'est voilà, il faut, prendre des décisions, donc c'est un arbre de décision et c'est grâce à ces frameworks que tu arrives à le faire, en fait. Excellent, excellent Mmh. et pour le coup, on est obligé, de parler de Mastra, en tout cas Ouais. en parler, on va dire, parce Ah moi, que je suis totalement fan. ouais, alors moi, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que, le site internet, il déboîte. Il est trop joli, Ouais. il est super bien fait et tu valides le fait que la doc est aussi super bien faite? Alors la doc est bien, il y a beaucoup d'exemples et pourtant c'est récent, hein, c'est hyper récent Mastra. Ils ouvrent à peine, en bêta le cloud parce ils ont un système de cloud qu'ils vont ouvrir où on pourra stocker, déployer des agents. Donc ça, c'est cool. Je viens d'avoir un email il y a 2 jours là pour, avoir accès. C'est vraiment tout neuf, mais le site il est bien, le système est vraiment bien pensé. Ils ont un système où tu vas brancher des tools dessus et cetera machin, donc c'est vraiment voilà, c'est des workflows. C'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, workflow et donc ouais, il y a plein d'exemples et tout, donc pour l'instant, ils sont motivés, ils font des choses bien et je trouve que c'est cool et c'est du TypeScript, donc c'est du langage qu'on connaît, qu'on maîtrise, donc là, il y a vraiment un framework qui est complet, qui va permettre de faire des agents super avancés, quoi. Nice Ouais. et c'est pas celui-là où on disait qu'on voyait pas le tarif et pour l'instant? Non, il y a pas de tarif. Bah, de toute Ouais, façon, le framework en lui-même, il est open source, donc on OK, pourra l'utiliser dans tous les cas et c'est le cloud, en fait, qui va être payant, le déploiement. Donc c'est un peu, le même modèle que alors c'est les fondateurs de Gatsby. C'est quelques fondateurs de Gatsby parce que d'autres, OK. bah, Electric SQL, qu'on a parlé dans la dernière news, Ah c'est ouais? un des fondateurs de Gatsby aussi, ouais. OK, en fait, ils ont pris le pognon et ils repartent sur un autre projet, quoi. Ouais, ils sont partis sur d'autres projets, donc il y a celui qui fait Electric SQL et puis là Mastra. Donc ils ont un peu le même modèle, tu vois? Ils vont faire du cloud payant et puis, le framework autour. Alors j'espère qu'ils vont continuer, pas comme Pas comme pas comme Gatsby. Gatsby, ouais, Ouais, mais, c'est un autre non, non, sujet. le truc est cool et moi je suis totalement fan et voilà. D'ailleurs je vais remplacer certainement, LangChain par Mastra. OK, ça y est, c'est fait Ah ouais, ouais, non mais c'est clair. et pour le coup, quand tu auras bouclé, et tu l'auras utilisé, sur de la prod avec Ouais. les clients, tout, tu nous feras un retour, parce que, Ah c'est, oui, oui. super intéressant, cool. Trop bien, trop, trop bien.
Alors Et ensuite bah, est-ce qu'on n'est pas obligé, aussi, de mettre en place, des sortes d'évaluations, de savoir c'est ça. si en fait on est dans le juste ou on est juste à côté, de la plaque? Bah, c'est ça, il faut évaluer ton modèle, tout ça, tes réponses, en fait. Donc il y a des outils d'évaluation maintenant qui existent. Donc c'est un des points forts de alors là, on est sur LangChain. Ça s'appelle Langsmith. Langsmith, c'est un écosystème autour de LangChain. Donc c'est là où ils vont gagner de l'argent et ils vont faire payer. Pour l'instant, c'est gratuit tant que c'est en bêta, machin, donc c'est cool. Donc LangChain est capable de le système, quand tu, utilises LangChain en JS, il est capable tu vas te brancher à Langsmith et il va loguer, en fait, toutes les réponses et cetera. Donc Mmh. ensuite, tu as un dashboard, et tu vas dessus et tu as les conversations, en fait, qu'il a eues et cetera. Et ensuite, tu as un système d'évaluation, donc voilà, il y a du code, des frameworks de test. Enfin, il y a un système de test dans le framework qui te permet de lui lancer des évaluations. Ça va stocker les évaluations et après tu vas regarder est-ce que la réponse est correcte, et cetera, machin. Et tu vas ajuster. Donc l'évaluation est super importante. Tu as 2 évaluations. Tu as l'évaluation déjà de la recherche de ta base de données. Déjà, tu vas essayer de voir quand tu tapes des queries que ça corresponde à ce que tu as enfin, la réponse correspond à la query. Et ensuite, tu as la réponse qui est super importante, voilà, où tu vas regarder que le LLM répond correctement. Donc tout ça, c'est hyper important parce que c'est la qualité de ton LLM, de ton RAG Mmh mh. voilà, voilà. Donc il y a des outils pour ça, il y en a plein OK. et qui sont bien Dont faits, hein. En général, ils sont plutôt bien faits, ouais. Langchain, il y en a peut-être un autre, non? Qui s'appelle DeepEval, c'est la même chose? Est-ce que ça correspond à la même utilité de venir en fait, évaluer la performance en fait de tout ton écosystème, RAG? Ouais, ouais, c'est pareil, pareil, tu vas lancer des commandes et ça va évaluer. En fait, ça va faire des appels au LLM. Il va prendre les réponses, il va les loguer et ensuite tu évalues, en fonction des réponses, tout ça. Par contre, est-ce que tu viens loguer, les questions et les réponses, en production ou, tu es dans un contexte un petit peu à part? Parce que là, tu vois, je me pose la question de tout ce qui est, pas RGPD, mais tu vois, s'ils posent des questions, là, tu vois, en fait, les questions que les utilisateurs finaux ont posées ou tu vois pas ou c'est dans un modèle à part? Tu vois, est-ce que tu es dans un contexte à part ou pas du tout? Tu vois Non, vraiment non, tout. alors tu as l'évaluation qui est stockée en évaluation, dans un contexte à part des conversations, en production. OK, Mais après, tu as un log aussi des conversations en production. d'accord. Donc oui, tu as accès aux conversations. Après, c'est des stockées en sécurité, tout ça, mais OK. Mais après c'est aussi super intéressant pour, faire des de l'analytics, justement de ouais. voir en fait, qu'est-ce qui est posé et pour potentiellement aussi faire, bah, du cache quoi, de la sémantique. Parce qu'entre, je sais pas si je pose, 50 fois ou en tout cas 50 utilisateurs posent 50 fois la même question, clairement je vais faire tourner, ma machine pour pas grand chose quoi. Alors que si je l'ai déjà caché une fois, les autres vont pouvoir en profiter quoi. Donc, d'où l'intérêt, de loguer pour faire, bah, de l'optimisation, quoi, clairement. Ouais, de toute façon, ouais, après, enfin, entre les conversations, tu caches pas vraiment, mais par contre, le fait de vérifier tout ça, les réponses, tout ça, c'est vachement important pour dire: «Bah, là, il a complètement répondu à côté de la plaque, il faut que j'ajuste un peu le truc» ou le prompt, peut-être il faut que je revoie un peu le prompt ou des trucs comme ça. Et des fois même, moi, je regardais des logs de conversation et je dis: «Putain, il a réussi à répondre à ça», j'hallucine, en fait. Je sais pas comment il a fait, même moi, j'étais pas au courant, en fait, tu vois? Donc des fois, il est Mmh. capable de répondre à des questions. Et c'est là où tu te rends compte, ah ouais, c'est pas mauvais. Les réponses sont bonnes et tout, donc ouais, Top, top. ouais. Cool Donc ça ça, c'est hyper et important quand même. Ouais. OK et tout ça, c'est des outils qui sont quand même, assez tech. On voit aussi, l'émergence en fait, d'outils un peu, no code et est-ce que, il y a pas possibilité, de brancher tous ces outils en fait, pour créer des RAG sans pour autant être vraiment, pur dev et pur tech? Alors ouais, il y a des outils low code et moi j'ai commencé par ça et ça m'a fait pas mal progresser. Donc il y a 2 outils moi que je connais et que j'ai utilisés qui sont pas mal. Après il y en a certainement d'autres, mais voilà, il y a 2 outils qui te permettent de faire du LM. Alors maintenant je sais que si, tu peux aussi faire des choses avec les outils d'automatisation. Tu peux réussir à faire des choses N18N, aussi. ouais, Ouais, N18N tout ça là, Zapier, tout ça. donc là, tu arrives à faire des trucs, mais sinon, il y a Flowise et Diffy là, qui sont 2 outils, «low code» entre guillemets, qui te permettent de faire du RAG ou des agents,
vraiment, alors le mieux, moi, c'est Diffie. Le Diffie, il est vraiment complet et tu peux le brancher à différentes bases de données. Tu peux, faire des agents, tu peux faire, des RAG et cetera. Tu peux faire plein de choses. Le Flowise, celui qu'on a sous les yeux, là, il est un peu plus complexe, un peu plus technique, donc c'est plus orienté développeur. Mais, les 2 outils permettent vraiment de faire des choses concluants, vraiment, avec un outil graphique et ouais, c'est pas mal, hein, franchement et ça permet de progresser. Moi, j'ai appris enfin, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Le fonctionnement et cetera, ça te permet de faire plein de tests rapidement sans coder et cetera donc Et et pour tu le peux coup, l'auto-héberger. en fait, on n'a jamais fait un sujet typiquement sur le no-code, mais je reste intimement convaincu que les meilleurs, no-codeurs, ça reste quand même les développeurs, quoi. Parce que en fait, Mmh. ils vont pouvoir hacker ou en tout cas, ils vont ça va être hyper facile à mettre en place et potentiellement, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Et toi, tu vois l'intérêt, même en termes pédagogiquement parlant, c'est super intéressant? C'est hyper intéressant. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est visuel, donc tu comprends le process et ouais, c'est vraiment bien, quoi. Et puis comme tout est prévu au niveau des réglages, tout ça, donc des fois tu découvres des choses que tu connais pas, tu vois qu'il y a des réglages, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs et Diffy, pour le coup, ils sont alors c'est chinois Diffy, tu peux l'auto-héberger, c'est pas très compliqué en Docker de l'auto-héberger et tu peux alors lui, il est capable de tu vas rentrer les documents, il va les vectoriser, il va les stocker. Ensuite, tu vas faire, ton outil pour aller rechercher, tu il va et enfin, il fait un chatbot déjà tout prêt à l'emploi et cetera, donc c'est vraiment vraiment, vraiment intéressant pour, tester, apprendre et tout et même, l'utiliser. Moi, je sais que je vais en enfin, je j'ai en prod là, pour faire un chatbot pas trop, cher en tarif, c'est Diffy. assez, ouais, Diffy, c'est vraiment pas mal. Par contre, on est bien d'accord que Diffy, c'est une solution clé en main, c'est tout l'écosystème, quoi. C'est l'outil qui va te permettre de faire un RAG de A à Z, sans Ouais. pour autant, en fait, avoir, tout ce pipeline, voilà, c'est un peu la solution clé en main, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu fais le pipeline, mais dedans et tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire des agents que tu vas utiliser dans ta boîte ou toi-même, sur une base documentaire pour faire des recherches sur un domaine spécifique et cetera. Donc vraiment, super outil, j'encourage vraiment à tester parce que ça permet déjà de mettre un pied dedans, de voir comment ça fonctionne, de comprendre le process d'un RAG, tout ça, des bases de données, tout ça et puis après si on a envie, bah, allez, pourquoi pas passer sur du code pour, aller dans un truc un peu plus spécifique et customisé et cetera. Mais, déjà avec ça, on peut déjà pas mal de choses. Excellent. Et après ouais, Flowise est beaucoup plus alors Diffy est accessible, en tant que dev, tout ça, on s'y retrouve très facilement. Voilà, plein de bases de données qu'on peut mettre, tout ça. Le Flowise est plus complexe. Demande déjà alors il vaut mieux commencer par Diffy pour commencer. Dac. Mmh. Top. Parfait tout ça. Je crois qu'on a un peu fait le tour, de l'é on va dire pas de tout l'écosystème RAG parce que c'est très, très, très vaste. Mais en tout cas, je pense qu'on a brossé, tous les aspects du RAG Ouais. toi, c'est des choses que tu as déjà vendues, ou pas encore? Ouais, j'ai 2 trucs vendus déjà et ouais, j'en ai 2 vendus. Ouais, ouais, ouais. Oui et peut-être OK. d'autres derrière et surtout maintenant, moi, je me suis, mis sur le code complètement. Alors au début, j'utilisais des outils low code là qu'on vient de voir, Diffy, ouais. pour commencer. Voilà, c'est assez récent, hein, moi, ça fait quelques mois et je me suis mis au code il y a pareil, il y a 2 peut-être 2 mois, enfin début d'année là et pour, pareil, pour expérimenter tout ça, j'ai essayé avec LangChain et puis, bah, c'est pas simple, mais avec, quand on part sur du JS, du TS, avec notre background de développeur, on arrive à s'en sortir. Donc c'est intéressant et puis, voilà, avec là, il y a plein d'outils qui sortent comme Mastra, tout ça, donc ça va être de plus en plus facile, je pense, pour nous, développeurs web, tout ça, où on n'est pas forcément à l'aise avec du Python. Donc il y a de plus en plus d'outils et puis ça va faire que continuer. Puis là, en plus, avec les nouveaux serveurs, MCP qui arrivent, alors c'est un peu différent, mais voilà, il y a tout le monde s'y met aussi, donc voilà, il y a plein de possibilités qui arrivent pour développer des outils, voilà. Yes Mmh. pour le coup, les clients sont plutôt friands de ça, sont en attente ou il y a encore, cette phase de pédagogie à apporter, d'expliquer les choses, et surtout d'expliquer, de montrer le bénéfice de mettre ça en place? Alors
Alors, les clients qui vendent du marketing, ils adorent le vendre ça les fait kiffer. Ils adorent, mettre, IA et vendre des chatbots et tout ça. Donc, Mmh. après les boîtes en elles-mêmes sont plutôt frileuses pour l'instant. Ils attendent de voir un peu, surtout, ils sont un peu frileux par rapport au coût, en fait, parce que, d'ailleurs, l'État avait sorti j'avais téléchargé un document, PDF sur, développer son RAG, tout ça, un truc officiel de l'État, voilà combien, et ils annonçaient des tarifs entre 50 et 100 000 € pour développer son RAG et cetera. Donc, quand tu es une boîte, ouais, c'est parce que, ouais, après voilà, ça dépend de la base documentaire, tout ça, mais voilà. Quand tu es une boîte, ça représente vite un coût. Voilà, je connais une boîte aussi où, une société est venue les voir pour leur vendre un RAG, spécialisé dans le légal ou un truc comme ça. C'est pareil, c'était un coût de 30 000 € à peu près. Donc on est vraiment sur des tarifs, pour l'instant assez élevés. Donc pour les sociétés, bah, elles attendent un peu de voir avant d'investir des sommes comme ça, parce que, voilà, est-ce que c'est un vraiment besoin nécessaire? Est-ce que ça va bien marcher, et cetera? Voilà, elles sont plein de questions, donc il va falloir un petit peu se spécialiser pour répondre aux questions. Ouais. Et moi, je vois, j'ai 2 types de clients qui sont radicalement tous différents, mais vraiment, diamétralement opposés. C'est ceux qui sont hyper friands et ils sont en attente de: «Vas-y, mets-moi de l'IA partout, tes LLM là, machin, moi je veux l'implémenter dans ma boîte». Et Mmh. donc ils sont hyper demandeurs et voire même parfois en fait, too much quoi. C'est-à-dire: «OK, bah, tu veux un chatbot pour faire ça?» «Non, non, 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 mais je veux de l'IA dans ma boîte», mais en fait, ils savent pas clairement où est-ce qu'ils peuvent mettre de l'IA? Mais ils sont plutôt, en Ouais. attente de solutions basées sur l'IA pour, souvent optimiser les coûts, pour, augmenter la productivité, pour, faciliter le boulot des opérateurs, du Mmh. personnel de manière générale et à l'inverse, autre spectre, de clients qui, ne veulent pas du tout en entendre parler, souvent parce que, incompréhension totale et ils ont peur de l'IA, et donc ils veulent pas en entendre parler. Ils font un peu la politique de l'autruche, quoi, en mode: Ouais, «Non, bah, ouais, ouais. je ne veux pas utiliser ça, je ne veux pas manger de ce pain-là», mais c'est plus sous couvert un peu idéologique, quoi. Donc Oui, oui, je comprends, ouais, ouais. c'est en tout cas, moi, c'est les vraiment, la plupart du temps, c'est noir ou c'est vraiment noir ou blanc, quoi. C'est assez radical, sur le positionnement. Ouais, ouais. Moi, je pense que alors à titre perso, je pense qu'il y a vraiment de la pédagogie à faire et Ouais, et et beaucoup. je pense que tu fais bien, tu vois, de monter en compétence, sur des solutions que tu maîtrises et surtout venir avec des exemples. En fait, je pense que c'est Ouais. la meilleure façon de convaincre un client, c'est de lui montrer déjà quelque chose de concret. Parce que déjà la plupart dans notre métier, l'informatique, c'est déjà hyper abstrait, ils comprennent pas tout. Là, en plus, si on met le mot IA à l'intérieur, c'est encore plus mystique. Donc venir avec une solution concrète qui répond à un problème concret, mais la solution utilise l'IA, là, pour le coup, il y a c'est peut-être sans doute beaucoup plus facile de le convaincre, et qu'à la fin, il signe, et il fait le chèque, et pour qu'on vienne développer ça, Ouais. quoi. Donc Bah, carrément. en fait, il y a plein de alors, tu vois, j'avais vu un meet-up en vidéo sur, Le Bon Coin où ils utilisaient ça pour répondre aux questions, de l'assistance. Donc ils avaient développé un truc qui répondait aux emails, en fait, parce qu'ils Ouais, se rendaient compte que la plupart des questions étaient dans les FAQ, donc mais le chat, le le RAG allait chercher dans les FAQ pour répondre aux questions. Mais bien bon, sûr. malgré tout, ils utilisent que pour rép ils font, je crois qu'ils disaient 10 des réponses, c'est généré par le RAG, donc c'est pas énorme, tu vois? Mais Ouais, bon, ça fait gagner du temps. bien Après, sûr. moi j'avais un autre projet là qui était, bah, finalement il va pas se faire, mais il y avait l'exemple par exemple, c'était des fiches, c'était des vendeurs, donc remplir sa fiche vendeur, et cetera, et à un moment donné, bah, le texte, bah, l'idée c'était de, quand ils remplissent le texte, et bah, le faire corriger par l'IA, tu vois? Automatiquement, Mmh. et cetera. Donc ça peut être des idées pas mal, qui sont pas compliquées à mettre en place. Et puis, il y a un truc super important, c'est que si jamais on fait des chatbots dans des boîtes, j'avais écouté un podcast là-dessus justement pour les gens qui avaient fait un truc de documentation en interne dans l'entreprise et qu'ils avaient mis sur le chat, dans Teams là, tout ça. Ils avaient retardé le lancement parce qu'en fait, ils voulaient que le truc soit vraiment abouti et que les réponses, soient bonnes, en fait. Parce qu'en fait, a priori, quand tu lances un chatbot, un RAG, si jamais au début les réponses sont un petit peu à côté de la plaque, tout ça, Ouais. le risque c'est que les gens arrêtent de l'utiliser assez rapidement et que ton truc, en fait, dans l'entreprise, bah, tu auras investi pour rien, Ça fait un flop donc total, quoi.
Ouais, Ouais, c'est ça. là pour le coup, tu as pas la deuxième possibilité de faire une première bonne impression, quoi. Ouais, il faut vraiment faire une bonne impression pour que les gens l'adoptent et travaillent avec, quoi. Si Yes. tu l si le truc est pourri dès le début, ils vont vite le laisser tomber et tu auras investi, 30 000 balles pour rien, quoi. Ouais. Bon, nous, on a pris notre chèque, mais bon. Ouais, Non, je déconne, c'est c'est clair. pas il faut pas dire ça parce que c'est une vision très, très court-termiste Non, mais et après ça donc va ouais, ça va donner une mauvaise image et c'est puis, pas bon, c'est pas bon du tout, quoi. Donc mmh, non, il faut que ça soit, quali. Top, Patrick, on en reste là pour cet épisode. yes. Ça marche? Ouais, Dites-nous dans les commentaires, si vous êtes restés jusqu'au bout de l'épisode, déjà, on vous remercie grandement et ouais, merci, ouais. dites-nous, dans les commentaires si, vous êtes plutôt, hypés par cette tendance-là, si vous êtes prêts à y passer du temps, si vous voyez le potentiel technique, si ça vous intéresse, si vous voyez un potentiel commercial. On est hyper curieux de vos retours et en tout cas, nous, on est plutôt, à fond là-dedans et ce qui est sûr, c'est que dès qu'on les mettra ça en place, on vous fera un retour, évidemment. Un grand Ouais. merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit Ciao. commentaire, ça fait toujours Ouais. plaisir et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.